Chers amis de l'Université citoyenne des Pins spirituels de la liberté, je vous salue, je vous souhaite la bienvenue à la première conférence de cette initiative de partage citoyen d'idées. Le titre de cette conférence, il vous a été annoncé, c'est « Qu'est-ce que la politique africaine ?» Après l'exposé que vous allez donc suivre, et pendant que cet exposé se déroulera, je vous invite à marquer les questions qui jaillissent dans votre esprit et à l'issue de l'exposition, je reviendrai dans un moment, un quart d'heure à tout prendre, d'échange sur les différentes questions que vous m'aurez posées pendant et à l'issue de l'exposé. Donc, le rituel de nos conférences sera toujours d'abord l'exposé et ensuite 10 à 15 minutes, maximum 30, consacrés à un échange de questions-réponses avec vous sur les matières exposées dans la journée. Aujourd'hui, la question est: qu'est-ce que la politique africaine ? On peut se demander quel est l'intérêt de se poser une telle question. Nous sommes le 19 juillet 2020, l'Afrique existe, il y a 55 États à tout prendre, africains qui se sont signalés à travers l'histoire, il y a des républiques, il y a des royaumes, il y a des chefs d'État, il y a des gouvernements, il y a des ministres, il y a des institutions, il y a des armées, il y a une histoire faite de guerre, une histoire faite d'invention, une histoire faite de création. Bref, d'un point de vue historique, il existe bien une activité africaine qu'on peut appeler une activité politique. Et du coup, la question « qu'est-ce que la politique africaine ?» peut paraître un peu absurde, puisque c'est une question qui nous amène à nous interroger sur quelque chose qui de toutes les façons, manifestement, existe déjà. Mais en fait, c'est précisément parce que nous partons du principe que l'Afrique existe, que des États existent, que des républiques existent, c'est précisément parce que nous acceptons, parfois aveuglément, naïvement, qu'il existe une politique africaine, c'est précisément pour cela que nous nous trompons. Car il faut vraiment s'interroger sur la réalité africaine de ce que nous appelons aujourd'hui en Afrique la politique. Est-ce que nous sommes convaincus que ce sont les Africains qui font la politique en Afrique? Est-ce que nous sommes convaincus que la politique qui se fait en Afrique peut être appelée une politique africaine? Et si nous n'en sommes pas convaincus, mais qui fait la politique dans ce continent qu'on appelle Afrique? Et si au contraire nous étions plutôt convaincus qu'il existe bel et bien une politique africaine, en quoi consiste-t-elle? Vous voyez, dans les deux cas de figure, s'il existe une politique africaine, il est intéressant de savoir en quoi elle consiste, et si elle n'existe pas, il est important de savoir pourquoi elle n'existe pas. Alors qu'on parle de politique américaine, de politique européenne, de politique française, de politique chinoise, pourquoi est-ce qu'on ne serait pas aujourd'hui capable de parler de politique africaine au sens d'une politique qui serait faite par les Africains? Donc en fait, quelle que soit la manière dont on aborde le thème de la politique africaine, c'est un thème intéressant. Il est intéressant parce que on est amené à réfléchir sur la manière dont les activités humaines sur ce continent historique se sont configurées depuis plusieurs siècles, peut-être même plusieurs millénaires. Ceci peut nous aider à nous comprendre nous-mêmes en tant que descendants d'Africains, en tant qu'Africains. Et comme on le verra plus tard, l'humanité tout entière étant venue d'Afrique, comprendre la naissance de la politique en Afrique quelque part, cela pourra nous aider à comprendre même le fonctionnement du phénomène politique dans tous les autres continents et dans toutes les autres civilisations. D'un autre côté, si on dit qu'il n'y a pas de politique africaine, c'est tout aussi intéressant, je le dis, parce qu'il faudra alors expliquer pourquoi la politique est niée en Afrique. Pourquoi ce qui se passe en Afrique sous le nom de politique n'a rien à voir avec ce qu'on pourrait appeler une politique africaine. Pourquoi la politique africaine serait éventuellement la politique française, la politique américaine,
la politique allemande, la politique italienne, la politique portugaise, la politique chinoise, la politique russe, et non pas la politique africaine. Vous voyez donc, c'est un thème qui est très stimulant, parce que qu'on considère que la réalité existe ou qu'on considère qu'elle n'existe pas, il y a des questions qui naissent. Voilà pourquoi il y a bien un paradoxe à parler de politique africaine. À la fois parce que l'existence de cette réalité est en question, et aussi parce que il existe bel et bien une vie africaine, il existe bel et bien des institutions africaines, des gouvernements, des républiques, comme je le disais tout à l'heure. Alors, comment aborder ce phénomène qu'est la politique africaine? Dans la conférence que je délivre aujourd'hui, je vais commencer par un effort de définition. Parce que dans un débat intellectuel, dans une analyse quelconque, si les définitions ne sont pas clarifiées d'avance, eh bien, bien souvent, on commence la discussion sur la base d'un malentendu. Donc, la première partie de cette conférence sera consacrée à répondre à la question, mais qu'est-ce que la politique? Qu'est-ce que l'Afrique? Et qu'est-ce que la politique africaine? Il y a donc trois concepts qu'il nous faut bien maîtriser dans la première partie de cette conférence. Qu'est-ce que la politique? Qu'est-ce que l'Afrique? Et enfin, qu'est-ce que la politique africaine? Si nous ne tenons pas ces trois notions, eh bien, toute la suite du débat va être biaisée, car nous allons discuter sur la base d'un malentendu. Dans la deuxième partie de cette conférence, je vais examiner, en fait, vous allez voir, trois conceptions différentes de la politique africaine. Et vous allez voir que ces trois conceptions différentes sont des conceptions qui montrent que la notion de politique africaine n'est pas une notion évidente. La première conception que nous examinerons, c'est la conception, on va dire, afrocentriste. La conception de la politique africaine comme une affaire traditionnelle, comme une affaire propre aux Africains, comme une affaire qui doit refléter la culture, la civilisation, les valeurs de l'Afrique. Alors là, on verra que tout le débat ici, c'est de savoir quelles sont les valeurs, quelles sont les références, quels sont les critères qui permettent de dire ce qu'est l'Afrique. Dans la troisième partie de cette conférence, je vais m'intéresser à examiner une deuxième conception de la politique africaine. C'est ce que j'appellerais la conception eurafricaine, ou la conception, en quelque sorte, impériale de la politique africaine. C'est cette conception qui va inspirer, eh bien, la politique européenne en Afrique, celle que j'appelle la politique eurafricaine, à l'intérieur de laquelle on trouve notamment la fameuse politique de la France-Afrique. Cette conception impériale de la politique africaine, on va également l'examiner sous les figures de la Chine-Afrique, de la Russe-Afrique, bref, des autres puissances de ce monde qui n'en sont pas moins ambitieuses à propos de ce que la politique doit être en Afrique. Donc on aura, dans la deuxième partie de cette conférence, on aura l'occasion de regarder la politique africaine du point de vue non africain, et un point de vue qui n'est pas moins dominant. D'autant plus que d'ailleurs, vous le voyez, que les Africains, pour parler d'eux-mêmes, sont aujourd'hui pratiquement obligés, il est inévitable pour eux d'utiliser les langues de l'Occident pour parler d'eux-mêmes. C'est qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Et enfin, dans la quatrième et dernière partie de cette conférence, je vais examiner une troisième conception de la politique africaine. Une conception que j'appelle une conception dialectique. Une conception de la politique africaine à partir d'un idéal de civilisation. Eh bien, vous verrez que il me semble que ce soit cette conception qui nous permette de sortir des limites des deux précédentes. C'est-à-dire la conception afrocentriste. Deuxièmement, la conception eurafricaine, ou en tout cas la conception impériale de la politique africaine. Eh bien, et troisièmement, ce que je défendrai à la fin de cette conférence, c'est que la politique africaine, une politique africaine authentique et remarquable, doit être une politique dialectique, une politique de la double critique, je vais expliquer ce que ça veut dire, qui nous permettrait, sur le continent africain, d'être à l'origine de ce qu'on peut appeler un nouvel humanisme politique universel, une nouvelle conception universelle de l'ordre politique, peut être pensée à partir de l'expérience africaine. Voilà le programme de cette conférence,
Et sans plus tarder, nous commençons par la première partie. Car nous voulons tenir cet exposé en 1 heure, pour ne pas énormément vous épuiser. Dans la première partie, je vais donc m'adonner à un travail de définition. Il faut que nous définissions les termes. Parce que si on veut parler de politique africaine, il y a des choses qu'on doit comprendre. D'abord, qu'est-ce que c'est que la politique? Le mot politique est un mot d'origine grecque. Attention, il ne faut pas confondre la politique avec le phénomène politique. C'est le mot politique qui est d'origine grecque. Ce n'est pas le phénomène politique qui est d'origine grecque. Certes, les Grecs ont connu ce phénomène, mais tous les autres peuples du monde, finalement, l'ont connu. On va le voir. Ce mot qui est d'origine grecque, il est composé de 2 mots. Il y a d'une part le mot polis, P-O-L-I-S, qui signifie la cité, la ville, et il y a le mot tikon, T-I-K-O-N, qui signifie guider, gérer. Donc on définit la politique comme étant l'art de la gestion de la cité humaine, l'art de la gestion des affaires publiques, l'art de la gestion des affaires communes. À partir de cette définition de la notion de politique, nous avons plusieurs indices qui apparaissent. D'abord, on a un premier indice qui nous est donné par l'étymologie, c'est-à-dire l'origine de ce mot dans la langue grecque. Cet indice nous est donné par le mot polis, P-O-L-I-S, qui veut dire la cité, la ville. On sait donc que cette chose qu'on appelle la politique est née lorsque les hommes ne se contentaient plus de vivre à l'intérieur de leur famille, père, mère, enfant, lorsque les hommes ne se contentaient plus de vivre seulement dans leur clan, c'est-à-dire dans des regroupements de familles, lorsque les hommes ne se contentaient plus de vivre uniquement à l'intérieur des ethnies, c'est-à-dire des regroupements de plusieurs clans, lorsque les hommes commençaient à vivre dans un espace particulier que l'on trouve un peu partout sur la terre, lorsque les hommes ont commencé à vivre dans les villes. Et on sait que les villes, les cités, sont nées sur des places de marché, autour de places de marché, autour de places d'échange de masse entre les hommes, les échanges de bétail, les échanges de marchandises, les zones de troc. On sait que la plupart des villes du monde sont nées là où des hommes ont eu besoin d'avoir des relations sociales, économiques, culturelles avec d'autres hommes. On sait donc que la politique, comme phénomène d'organisation de la vie entre les hommes, est devenue nécessaire lorsque les hommes se sont mis à vivre à travers le monde dans des villes. Chez les Grecs, on remonte pratiquement jusqu'au 7e siècle avant notre ère pour leur première ville. Mais par exemple en Afrique, on peut remonter jusqu'à 3000 ans et même un peu plus de 3000 ans. On trouve déjà en Afrique des sociétés qui vivaient dans des villes et par conséquent qui pratiquaient longtemps avant les Grecs la politique. Donc en fait, premier indice de la définition, politique veut dire l'art de l'organisation de la cité, une méthode pour organiser la cité, la gestion des affaires de la cité. C'est-à-dire que la politique naît lorsque les hommes sont obligés de mettre en place des règles qui permettent à des êtres humains qui viennent de diverses familles, de diverses tribus, de divers clans, de diverses ethnies, pour leur permettre de vivre ensemble dans un espace commun, d'une manière à peu près harmonieuse, d'une manière en tout cas relativement acceptable. On est obligé d'inventer cette chose extraordinaire qui s'appelle la politique. La politique est née de la croissance démographique de la population humaine, de la concentration des populations humaines dans les grandes agglomérations qu'on appelle les villes, les cités, et de la nécessité de trouver des mécanismes pour organiser leur coexistence. Je recommence. La politique est un phénomène inventé par l'humanité pour gérer le regroupement d'individus issus de familles diverses, issus de clans divers, issus d'ethnies diverses, et même parfois issus de nations diverses dans le même espace. Et cet espace, à l'origine, ça a été la ville, la cité. Il fallait donc mettre en place des règles. Par exemple, il fallait mettre en place des règles de commerce. Il fallait mettre en place des règles d'habitation. Il fallait mettre en place des règles en matière, par exemple, de contact physique entre les personnes. Il fallait mettre en place des règles d'arbitrage des conflits qui naissent parce que les hommes sont regroupés.
et que là où il y a plusieurs hommes, il y a forcément des mésententes, des querelles qui apparaissent. Il fallait mettre en place des règles pour gérer la guerre, des règles pour gérer la sécurité de la cité, pour gérer la voirie, les règles pour gérer les maladies qui s'attaquaient à la collectivité. Bref, en fait, ce sont les problèmes qui sont nés du regroupement des hommes dans les villes, de l'entassement des hommes dans les villes, qui ont inspiré le génie politique de l'humanité. Insistons davantage sur le mot politique. Dans ce mot-là, il y a plusieurs nuances. On peut parler de la politique, on peut parler de le politique, on peut parler d'une politique. Et il ne faut pas non plus confondre politicien et homme ou femme d'État. Ce n'est pas la même chose. D'abord, la politique, c'est ce que nous venons de définir. Nous avons dit qu'il s'agit bien d'un art, c'est-à-dire d'une aptitude que les hommes développent grâce à l'expérience, grâce à leur talent et grâce à leur connaissance. Une habileté, une facilité à gérer et à résoudre les problèmes humains que les hommes inventent eux-mêmes. La politique n'est pas une science. Parce qu'en politique, il n'y a pas en quelque sorte de recette absolue. Il n'y a pas de vérité qui puisse en quelque sorte s'imposer systématiquement en toutes circonstances. D'ailleurs, ce n'est déjà pas le cas, non plus en science. Mais en politique, en fait, il y a énormément de place pour le pluralisme des idées, le relativisme des idées, et très peu de place pour des certitudes universelles. Pour pratiquer la politique, les hommes ont besoin d'avoir des connaissances, ça c'est sûr. Ils doivent développer des aptitudes intellectuelles, des aptitudes morales. Mais cela ne suffit pas. Chaque être humain, dès lors qu'il entre dans des relations politiques, doit faire preuve d'une certaine inventivité, d'une certaine créativité. Car en réalité, ce sont les hommes qui font la politique, et en retour, c'est la politique qui fait les hommes. Il y a une deuxième expression. On peut dire le politique. Et alors, quand on parle de le politique, là on veut désigner, eh bien, cette réalité qui est au milieu des hommes, qui s'appelle la chose commune, la res publica, le bien commun. Cette réalité qui est posée au milieu des hommes, eh bien, on l'appelle le politique. Le politique, c'est-à-dire le domaine des affaires publiques. Et on sait que ce domaine, il a ses contraintes propres, il a ses exigences propres. C'est pour ça qu'un homme ou une femme politique n'a pas les mêmes obligations quand il est dans l'espace public et quand il est simplement, je ne sais pas, un père au foyer, une mère au foyer. Pourquoi? Parce que le champ politique a des contraintes particulières. Par exemple, le champ politique va avoir la contrainte de l'exigence de transparence, la contrainte de l'exigence que ce que l'on fasse soit légal, que ce que l'on fasse soit légitime, la contrainte de l'exigence que ce que l'on fasse soit reconnu et ait une certaine autorité, c'est-à-dire que les autres soient capables d'obéir à l'action de l'homme ou de la femme politique. Il y a des exigences propres au champ politique qui ne sont pas des exigences à confondre avec celles de la vie privée. Ça fait donc ce qu'on appelle le domaine du politique. Et il y a des gens qui vont se spécialiser dans l'étude des caractéristiques propres de ce domaine particulier de la vie humaine qu'est la sphère des affaires publiques. On peut parler aussi de une politique. Qu'est-ce que c'est qu'une politique? C'est une stratégie particulière mise en œuvre pour résoudre du mieux que l'on peut un problème collectif. Là, on parle d'une politique. Enfin, je voudrais quand même introduire une nuance entre le politicien, la politicienne, et l'homme ou la femme d'État. Alors, qu'est-ce que c'est qu'on appelle politicien? Le mot est un peu péjoratif. On parle d'ailleurs de politique politicienne, quelque part pour dire que il y a des gens qui font de la politique leur carrière, c'est-à-dire qui n'ont pas de raison de vivre, de raison socio-professionnelle propre, qui n'ont pas de substance propre en dehors de la politique, et qui par conséquent vont se débrouiller pour toujours être quelque part à l'intérieur des pouvoirs régnants, pour pouvoir bénéficier des facilités, des privilèges, de la gloire que procure la direction des hommes, de l'honneur que procure la direction des hommes, et accessoirement bien sûr des richesses qui y sont associées. Ceux-là, on les appelle les politiciens ou des politiciennes, c'est-à-dire les gens qui manœuvrent pour être constamment au cœur des affaires publiques, au cœur des affaires communes, mais qui n'ont pas une vision, qui n'ont pas une dimension de service pour le peuple, qui n'ont pas une vision de transformation du monde en faveur de la société. Qu'est-ce qu'on appelle donc l'homme ou la femme d'État? L'homme politique ou la femme politique véritable, ce sont des individus qui s'engagent dans le domaine politique avec le projet d'améliorer la société et de servir en quelque sorte le progrès du bien commun. Je recommence.
l'homme ou la femme politique véritable sont ceux qui s'engagent dans le domaine de la res publica, de la chose publique, dans le domaine politique, dans le domaine de la police, dans le domaine de la politicon, eh bien celui qui s'engage pour servir le bien commun, pour contribuer à l'amélioration des conditions de vie matérielles, des conditions de vie socio-culturelles, des conditions de vie spirituelles de la société, celui-là on l'appelle homme politique ou femme politique au sens le plus noble du terme. Nous prenons le mot Afrique. Je vous rappelle que le mot Afrique, à l'origine, n'est pas un mot africain. Le mot Afrique, étymologiquement, il vient du latin afer, qui veut dire noir. Afer africanus. Afer qui s'écrit A-F-E-R. Ifriqiya en arabe qui signifie également noir. J'en profite pour vous signaler que le continent africain, de tous les continents connus, a en commun un peu avec l'Amérique le fait de porter un nom qui lui a été attribué par des hommes venus d'ailleurs. Les Asiatiques se sont appelés dans une langue de leur territoire, une langue sémitique. Le mot Asie qui a donné Asia, il vient de Assou. Il vient de Assou, qui signifie le levant, dans le sémitique mésopotamien. Donc les Asiatiques se sont appelés par un mot qui vient d'une langue asiatique, une langue sémitique. Le mot Europe, qui désigne le continent européen, il vient du mot sémite également, et les Indo-Européens sont aussi des sémites. Eh bien, il vient du mot indo-européen Ereb. Ereb qui veut dire le couchant. De là, on a tiré l'Occident. N'est-ce pas? Alors que le mot Amérique, il a été déduit du prénom d'un navigateur portugais du XVIe siècle, 15e, 16e siècle, qui s'appelait Amerigo Vespucci, et qui a en fait la forme italienne du prénom allemand ou germanique Aymeric, qu'on assimile parfois aussi au prénom Henri. Donc, les Américains n'ont pas le nom de leur continent venant des populations les plus anciennes de leur continent. L'Amérique ne s'appelle pas en américain. C'est pour ça qu'on a tendance à parler aujourd'hui de Native Americans pour les distinguer des autres. L'Afrique a la particularité d'être un continent entier qui a été désigné à partir d'un critère biologique, la couleur de la peau. Et ce continent a été désigné ainsi par le colon romain et par le colon venu d'Arabie. Les colons romains et les colons arabes, notamment au nom de la poussée musulmane, vont définir tout le continent par l'apparence physique majoritaire dans ce continent, la couleur de peau noire. Et nous verrons que ce n'est pas sans conséquence pour l'Afrique. À savoir que c'est le continent qui est politiquement regardé encore aujourd'hui à partir de la différence raciale. C'est le continent qui est aujourd'hui encore politiquement regardé à partir de la race, du concept de race. C'est-à-dire à partir de l'idée que ce continent aurait quelque chose de particulier qui serait lié à la forme biologique de ses habitants les plus majoritaires. Je recommence. Cette définition de l'Afrique par les Romains, les Occidentaux, et par les Arabes venus du Moyen-Orient, à partir de la couleur de la peau, a eu un impact énorme sur la politique africaine, puisque on a pu penser, par définition, que tout ce qui est africain étant noir, tout ce qui est africain étant en rapport avec la couleur de peau des Noirs, il y avait dans la réalité africaine quelque chose qui dépendait de la biologie africaine. Rien que le nom d'Afrique est déjà tout le programme de l'enfermement de l'Afrique dans la biologie, l'enfermement de l'Afrique dans la race, l'enfermement de l'Afrique dans une certaine manière de discrimination, discrimination par l'apparence. Une discrimination par l'apparence, donc le dernier drame de George Floyd, eh bien, n'est pas pour rien. À titre de rappel, eh bien, ce dernier drame vient quelque part nous rappeler qu'être africain, à partir même du nom d'Afrique, c'est déjà quelque part être programmé pour une certaine forme de discrimination. Puisque l'Africain se définit à partir d'un critère biologique choisi par le non-africain pour enfermer en quelque sorte l'Africain dans sa peau, enfermer l'Africain dans sa singularité, sa biologie de noir, comme s'il y avait un rapport entre la peau noire
et les performances intellectuelles, entre la peau noire, les performances technologiques, la peau noire, les performances politiques, la peau noire et tout ce qu'un être humain peut réaliser. On le verra très bien, ce rapport n'existe pas, mais les siècles vont imposer à des millions d'Africains de devoir se battre avec ce regard que l'autre leur impose et les amène même à s'imposer à eux-mêmes. Du coup, il nous reste à définir la politique africaine. Qu'est-ce donc que la politique africaine? Si on a une idée de ce que c'est que la politique et une idée de ce que c'est que l'Afrique, l'Afrique définie comme étant le continent des Noirs. Une définition hautement problématique. Qu'est-ce donc que la politique africaine? On pourrait en déduire que la politique africaine, c'est une expression qui peut avoir trois sens possibles. Trois sens possibles. Premier sens possible, la politique africaine. La politique africaine, c'est la conception du pouvoir qui serait propre aux civilisations négro-africaines les plus anciennes. Je recommence. Dans un premier sens, on peut définir la politique africaine comme la conception de l'organisation du pouvoir politique, donc du pouvoir public, qui serait celle des civilisations négro-africaines les plus anciennes. Donc, en ce sens, on entre dans une conception, on va dire, afrocentrique de la politique africaine. Afrocentrisme, c'est-à-dire conception qui va définir la politique africaine à partir des caractéristiques des cultures et des civilisations africaines. Ainsi, selon cette première conception, on va voir, on ne devrait appeler africain que ce qui reflète les valeurs culturelles, ce qui reflète, eh bien, les valeurs morales, les formes d'organisation, les traditions, les coutumes, typiquement africaines, celles qui distinguent les Africains des autres peuples du monde. Il n'y aurait pas de politique africaine si ce n'est pas la mise en œuvre dans la cité, dans les sociétés africaines, dans les nations africaines, dans les États africains, eh bien, de cette vision. Mais on peut aussi entendre par politique africaine une deuxième conception. C'est-à-dire, cette fois-ci, dans cette deuxième définition de la politique africaine, c'est la conception de la politique africaine imposée par les puissances impériales. C'est-à-dire les puissances qui ont même donné le nom d'Afrique à l'Afrique, sont aussi des puissances qui sont venues avec des idéologies, qui sont venues avec une certaine conception de la politique. Et puisque ce sont ces puissances qui dominent le monde, et qui dominent encore l'Afrique, est-ce que la politique africaine n'est pas tout simplement la politique des grandes puissances en Afrique? Selon cette deuxième conception, la politique africaine véritable serait donc la politique eurafricaine, la politique de la Chine-Afrique, la politique de la Russe-Afrique. La politique africaine véritable serait donc la politique importée ou apportée par l'Occident, par l'Orient, par l'Amérique, en Afrique. Et on va voir que cela s'est déguisé à un certain moment sous la forme de l'idéologie démocratique. On s'est mis à penser qu'il n'y a de politique en Afrique que dès lors que les Africains imitent les démocraties américaines, européennes, dès lors que les Africains imitent les grandes puissances du monde, celles qui le dominent notamment depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, ou même depuis le 19e siècle, alors on peut dire à ce moment, et je cite un certain Nicolas Sarkozy, que l'Afrique entrerait à ce moment-là dans l'histoire, dès lors qu'elle se mettrait à faire de la politique comme la France l'a fait, comme la Grande-Bretagne l'a fait, comme l'Allemagne l'a fait, etc. Voilà une deuxième conception de la politique comme importation d'une tradition occidentale. Eh bien, enfin, on peut entendre par politique africaine autre chose que l'afrocentrisme et autre chose que l'impérialisme démocratique occidental. La politique africaine, ça serait une conception autocritique, une conception dialectique dans laquelle les Africains, en Afrique et à travers le monde, assumeraient un double travail, à savoir examiner leur propre histoire, critiquer dans leur propre histoire des pratiques politiques qui les ont conduits à l'esclavage, qui les ont conduits à la colonisation, qui les ont livrés à la domination des dictatures. Critiquer ces pratiques et mettre en place dans leur propre société des institutions qui les protègent,
tous ensemble contre l'esclavage, contre le colonialisme, qu'il soit un colonialisme extérieur ou intérieur, et qui les protège contre la dictature. Et à ce moment-là, selon cette troisième conception, on va voir que la politique africaine, ce serait donc l'invention de l'universalité en Afrique par les Africains. Je recommence. Dans cette troisième vision, on se rendra compte que la politique africaine, ça sera l'art pour les Africains d'aujourd'hui, eh bien de créer des cités humaines, des cités vraiment originales, des cités qui permettent à l'homme africain non seulement de ne plus jamais vivre l'esclavage, de ne plus jamais vivre la colonisation et de ne plus jamais vivre sous les dictatures. Donc inventer des institutions qui répondent aux aspirations les plus profondes des Africains d'échapper à leurs trois grandes souffrances historiques. Et là, ce serait l'objet d'une troisième conception de la politique, et vous verrez que c'est cette conception que je défends pour ma part. Voilà, chers amis, je viens ici de conclure la première partie de cette conférence. Elle était consacrée aux définitions. J'espère avoir clarifié la notion de politique avec ses nuances. J'ai clarifié la notion d'Afrique avec ses nuances. Et j'espère avoir clarifié les trois sens possibles de la notion de politique africaine. Nous pouvons donc maintenant aborder chacune de ces conceptions de la politique africaine pour voir les avantages et les inconvénients de chacune d'entre elles. Premier point, examinons la conception de la politique africaine que j'appelle la conception de l'afrocentrisme. Donc la conception selon laquelle la politique africaine doit refléter eh bien, la civilisation africaine. Elle doit être la mise en œuvre des traditions, des coutumes de l'Afrique. Alors, d'abord, pour prétendre que pour organiser les cités africaines, les pays africains, les nations africaines, pour organiser l'Union africaine, organiser toutes les institutions sociales, économiques, culturelles et politiques de l'Afrique, il faut s'inspirer de la civilisation africaine. Mais avant de réaliser de telles institutions, il faudrait déjà être d'accord sur ce que c'est que la civilisation africaine. Qu'est-ce qui peut être considéré comme étant l'essence de la civilisation africaine? Eh bien, ils sont nombreux à avoir travaillé sur cette question, mais j'en ai retenu, pour les besoins de notre exposé, j'en ai retenu deux. Le premier que je vous invite à lire, c'est l'immense savant africain Cheikh Anta Diop. Il a écrit cet ouvrage-ci, Nation, Nègre et Culture, que je vous invite à lire. Prenez le temps de découvrir cet ouvrage-là. Et il a écrit un deuxième ouvrage, non moins intéressant, Cheikh Anta Diop, c'est Civilisation ou Barbarie. Ça, il s'agit des classiques que doit avoir lu toute personne qui prétend avoir une certaine connaissance scientifique, eh bien, des civilisations du continent africain, des civilisations négro-africaines. Il faut avoir lu Civilisation ou Barbarie de Cheikh Anta Diop, il faut avoir lu Nation, Nègre et Culture, pour avoir une idée panoramique, une vision générale des caractéristiques, des spécificités culturelles de l'Afrique sur le très long terme. Quel est l'intérêt du travail de Cheikh Anta Diop, le grand savant du Sénégal? C'est que Cheikh Anta Diop, il a observé l'Afrique sur plusieurs millénaires. Il a réuni des documents sur les sociétés africaines, les cultures africaines sur plusieurs millénaires. Depuis l'antiquité négro-égyptienne, il y a 3000 ans, jusqu'à nous, aujourd'hui, au XXIe siècle, Cheikh Anta Diop est mort pratiquement à la fin du XXe siècle. Cheikh Anta Diop a travaillé donc sur un document historique énorme. C'est un document historique de pratiquement 5000 ans. Il a parcouru pratiquement de 3000 à 5000 années de civilisation humaine pour retracer ce qu'il considère comme étant les caractéristiques générales de la civilisation africaine. Alors, ce qui est intéressant, c'est donc qu'avec lui, on peut avoir une première synthèse. Même si ce n'est pas une synthèse parfaite, on peut avoir une idée de ce que c'est que la civilisation négro-africaine grâce à ce travail d'anthropologie culturelle comparative. Voici les caractéristiques de la civilisation négro-africaine selon Cheikh Anta Diop. Les civilisations négro-africaines, les civilisations du continent africain, c'est-à-dire en réalité du continent noir,
se caractérise par les éléments suivants. Ce sont des civilisations totémiques, donc le totémisme. Deuxième caractéristique, la circoncision. Troisième caractéristique, la royauté. Quatrième caractéristique, le matriarcat. Cinquième caractéristique, une organisation sociale dans laquelle on retrouve à la base de la société les paysans, dans la phase intermédiaire les ouvriers et les artisans spécialisés, dans une autre phase encore une quatrième classe qui s'appelle celle des guerriers, des prêtres et des fonctionnaires, et enfin tout au sommet la catégorie des rois. Donc je vous reprends ces points-là. Le premier point, c'est le totémisme. Ça fait un point. Deuxième point typique des Africains, la circoncision. Troisième point typique des Africains, la conception monarchique de l'ordre politique, donc la royauté. Quatrième point typique des Africains, le matriarcat. Cinquième point typique des Africains, une organisation de la société dans laquelle on a à la base les paysans. Ensuite, il y a la classe des ouvriers et des artisans. Ensuite, la classe des guerriers, des prêtres et des fonctionnaires. Et tout au sommet, la classe des rois, de ceux qui exercent le pouvoir sous sa forme suprême. Alors, examinons rapidement chacune de ces caractéristiques. C'est quoi le totémisme? Le totémisme est une conception du rapport entre l'homme et la nature qui pose que entre l'humanité et la nature, c'est-à-dire entre l'humanité et les végétaux, entre l'humanité et les animaux, il n'y a pas une séparation tranchée, il n'y a pas une séparation radicale. En réalité, il y a plusieurs alliances entre l'homme et tous les autres éléments de la nature. Donc le totémisme va faire que, au fur et à mesure que l'histoire des sociétés africaines avance, des groupes d'hommes vont s'identifier à un certain nombre de groupes de végétaux, à un certain nombre de groupes d'animaux, et même parfois à un certain nombre de groupes de minéraux, qui deviennent en quelque sorte leurs alliés, des alliés symboliques pour la vie. Et à partir de cette alliance particulière, s'organise le rapport de l'homme au monde. Le totémisme, c'est-à-dire la considération qu'il y a des êtres qui nous sont sacrés dans la nature, parce que ces êtres ont une singularité qui nous permet de nous affirmer nous-mêmes. Ce totémisme, il est assis lui-même en profondeur sur ce qu'on a appelé l'animisme, c'est-à-dire l'idée selon laquelle, pour l'homme africain, l'esprit est présent en toute chose. Chez l'homme africain, il n'y a pas une opposition entre l'esprit et la matière, entre mon corps et ma pensée. Chez l'homme africain, dans la plupart des civilisations que Cheikh Anta Diop va étudier, il y a l'idée de l'unité de la matière et de l'esprit. On ne peut pas séparer, il n'y a pas opposition entre l'homme et la nature. L'homme fait partie de la nature et la nature fait partie de l'homme. Il y a enchevêtrement et ça, c'est le totémisme. Du coup, on peut dire que les sociétés africaines sont basées sur une conception très écologique du rapport entre l'homme et la nature. Alors que l'homme ne se perçoit pas comme un être à part de la nature, mais comme une partie de la nature. Et quelque part, l'Africain est mieux préparé, selon Cheikh Anta Diop, à vivre harmonieusement avec les animaux, s'il comprend bien la nature de ce rapport, à vivre harmonieusement avec les végétaux, à vivre harmonieusement avec les fleuves, les montagnes, à vivre harmonieusement avec la terre, avec les astres, à vivre harmonieusement avec tous les êtres. Deuxième pratique, la circoncision. La circoncision est typique des Africains. Elle indique que les Africains insistent énormément sur la distinction sexuelle par le marquage du corps. Le masculin ne devient masculin que par cette opération symbolique ayant pour but de le débarrasser du prépuce et d'affirmer ainsi la différence sexuelle qui est nécessaire à la complémentarité des genres. Donc, quelque part, Cheikh Anta Diop considère que la circoncision est aussi l'une des pratiques qui signale la perception africaine de la complémentarité entre l'homme et la femme. Tant qu'un garçon n'est pas circoncis, dans de nombreuses sociétés africaines, il n'est pas encore masculinisé. Ce n'est pas encore un homme au sens véritablement noble du terme. Les femmes ont aussi leur société initiatique, leur rituel de féminisation. Cheikh Anta Diop n'insiste pas sur eux ici, mais il indique en tout cas que les sociétés africaines se caractérisent par le fait que la différence sexuelle est une différence qui est aussi proclamée et qui est instaurée, et qui est en quelque sorte inspirée et incitée par la société.
Troisième caractéristique, la royauté des Africains. La royauté, c'est le fait que les sociétés africaines sont des sociétés pyramidales. Hein, comme la civilisation négro-égyptienne pharaonique, les Africains ne peuvent pas, selon Cheikh Anta Diop, sur plusieurs siècles, concevoir l'organisation politique sans avoir cette pyramide que je vous ai décrite à la fin. Au sommet, il y a un roi ou une reine, d'ailleurs, ça peut être un homme ou une femme. De ce point de vue, ce n'est pas systématiquement des sociétés phallocratiques, ce sont des sociétés de domination des hommes, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai de toutes les sociétés africaines. Mais c'est des sociétés monarchiques qui partent du principe qu'au sommet de la société, il doit y avoir quelqu'un qui exerce un pouvoir presque de droit divin, un roi. Et à partir de là, de cette organisation sous la forme de la pyramide, on descend, on a tout de suite en deçà de la classe des rois, eh bien, les guerriers, les prêtres et les fonctionnaires. On descend encore plus bas, on trouve les ouvriers et les artisans. Et quand on va encore plus bas, on trouve les paysans. Cheikh Anta Diop souligne en fait que les sociétés africaines se caractérisent par la pratique du matriarcat, c'est-à-dire la pratique de l'héritage en ligne maternelle. Autrement dit, un homme se sent davantage lié aux fils, aux enfants de sa sœur qu'à ses propres enfants. Pourquoi? Parce que le matriarcat est vérifiable par la consanguinité entre l'homme et sa sœur. Bref, la transmission matriarcale du patrimoine est une originalité typiquement africaine que souligne Cheikh Anta Diop. Alors, à partir de là, qu'est-ce que serait une politique africaine? Pour quelqu'un qui s'inspirerait de Cheikh Anta Diop, une politique africaine serait la mise en œuvre, la création d'institutions qui reflètent la vision totémique, la vision d'une société de la différence sexuelle mâle-femelle à partir de la circoncision, la vision monarchique, la vision matriarcale, une société qui reflète cette pyramide, une société qui accorde à chacun sa place, soit parmi la catégorie des rois, soit parmi celle des guerriers, des prêtres, des fonctionnaires, soit parmi celle des ouvriers, des artisans, soit enfin parmi celle des paysans. Alors, la question que cela pose est la suivante. Est-ce qu'une telle société est reproductible à l'échelle continentale dans l'Afrique de notre siècle? Est-ce que nous pouvons dire que l'Afrique se réalisera, la politique africaine se réalisera lorsque les Africains mettront en place dans les 50 à 55 pays africains connus dans le 20e et le 21e siècle, eh bien, lorsque les Africains mettront en place des institutions sociales, des institutions culturelles, des institutions économiques, des institutions politiques qui reflètent eh bien, les exigences du totémisme, de la circoncision, de la royauté, du matriarcat et de cette organisation pyramidale. Est-ce que cette politique sera une politique suffisante? Cela n'est pas certain. Cela n'est pas certain pourquoi, vous le voyez très bien. Eh bien, parce que non seulement le totémisme, il prend plusieurs formes, et les conséquences d'une vision totémique de la société ne sont pas encore entièrement maîtrisées, entièrement anticipées. La pratique de la circoncision comme rituel de masculinisation, certes, elle est vraiment typiquement africaine, mais elle n'est pas systématique chez tous les Africains. Donc cela pose le problème de savoir que va-t-on faire de ces groupes africains, de ces sociétés africaines, de ces communautés africaines, de ces ethnies africaines qui ne pratiquent pas la circoncision, car il en existe. La royauté, comme critère de l'organisation politique africaine, ce n'est pas non plus un phénomène africain total. Il y a des sociétés africaines qui sont en quelque sorte anomiques, c'est-à-dire des sociétés dans lesquelles il n'y a pas de roi. Il y a des sociétés africaines anarchiques. Il y a des sociétés africaines qui n'acceptent pas l'idée d'une conception pyramidale de l'ordre social. Et ces sociétés sont fort anciennes. Et donc, la question qui se pose, c'est comment pourrait-on universaliser et généraliser le principe de la royauté? Enfin, le matriarcat, certes, c'est une caractéristique fort répandue à travers le continent africain, mais cette caractéristique mériterait d'être retravaillée en vertu, bien sûr, des principes du droit et de la reconnaissance de l'égalité nécessaire entre les citoyens des sociétés actuelles. Est-ce qu'on pourrait appliquer une conception matriarcale de la société à une époque où le patrimoine n'est plus entièrement reçu des oncles? Est-ce qu'on peut expliquer aux Africains, par exemple, qu'il va falloir accepter que les biens que j'accumule actuellement dans mon existence soient
récupérée essentiellement par mes neveux, les filles et les fils de mes sœurs, alors que mes propres enfants n'y auront pas accès. Entendu que pour ma part, je n'aurai pas hérité de mes oncles, par exemple. Est-ce qu'on peut aujourd'hui appliquer une politique matriarcale sans désorganiser complètement les systèmes de réciprocité et d'égalité? En fait, globalement, ce qu'on voit très bien, c'est que certes, ce que Cheikh Anta Diop souligne, et avec les valeurs morales du courage, de la générosité, de l'hospitalité, de la vénération des anciens qui accompagnent les sociétés africaines à travers des siècles, tous ces éléments-là ne peuvent pas en l'état faire l'objet d'une reproduction aveugle qui créerait en quelque sorte une politique africaine originale. Vous le voyez très bien, l'afrocentrisme appliqué sous la forme du retour au totémisme, à la circoncision, à la royauté, du retour au matriarcat, du retour à l'organisation pyramidale de la société, serait en réalité une forme d'arriération et de dogmatisme. Donc il faudrait penser un afrocentrisme critique de lui-même, un afrocentrisme inventif. Et ça, ce sera l'objet de la troisième conception dont je vous ai parlé tout à l'heure. Examinons la deuxième conception de la politique africaine. Si celle que nous venons d'examiner est intéressante, c'est qu'elle est l'expression de l'expérience de nos ancêtres. Elle est l'expression, en quelque sorte, des points de ressemblance qui font l'unité culturelle de l'Afrique noire. N'est-ce pas? Mais il faudrait envisager de voir aussi ce que l'autre partie du monde a voulu proposer aux Africains, à savoir cette deuxième conception de l'Afrique que j'ai appelée la conception impériale. La conception de la politique africaine par les puissances impériales. Les puissances impériales, vous le savez, ce sont celles qui se sont partagées l'Afrique, notamment depuis la période notamment du premier millénaire. À partir du premier millénaire, on a vu ces puissances impériales, notamment Rome, s'ébranler à travers le continent africain, s'emparer de terres entières. Alors, quelles sont les conceptions? Quelle est la conception de la politique africaine? Qui est celle de l'impérialisme européen? Quelle est la conception de la politique africaine qui est celle, par exemple, des puissances chinoises et des puissances russes aujourd'hui? Alors, je voudrais distinguer deux formes de conception de la politique africaine par les non-africains. Il y a une forme de conception qui relève de ce que j'appelle la coopération immorale. Et il y a une deuxième forme de conception externe de la politique africaine que j'appelle une coopération de forme amorale. Je vais expliquer la distinction entre la coopération immorale et la coopération amorale. D'abord, la coopération immorale, elle consiste pour l'Occident en général, c'est-à-dire l'Europe et l'Amérique, à imposer aux Africains comme modèle d'organisation politique les démocraties occidentales. Démocratie grecque à l'origine, démocratie française, démocratie britannique, démocratie américaine. Donc l'idée c'est d'imposer aux Africains de pratiquer l'organisation politique de l'Occident chez eux, c'est-à-dire de plaquer en Afrique les constitutions, les institutions occidentales. Je dis que c'est immoral, pourquoi? Parce qu'en réalité, il s'agit là d'une imposition des modèles politiques occidentaux aux Africains. Et cette imposition, elle s'est faite en plusieurs étapes. La première étape, ça a été l'étape de l'expansionnisme antique. La Rome antique, qui était une Rome impériale, les puissances romaines, et par la suite même grecques, ont envahi plusieurs fois le continent africain, notamment en ses parties nord, et y ont imposé par la force, eh bien, les conceptions politiques occidentales. Il y a eu une deuxième phase, un deuxième phénomène déterminant. C'est la traite des Noirs, notamment à partir des 14e, 15e, 16e, 17e et même jusqu'au 18e siècle. 5 siècles terribles pour l'Afrique. Pendant cette période-là, on a opéré quelque chose de particulier en politique africaine, c'est qu'on a réduit l'homme africain par définition au statut de marchandise, à partir du critère de sa couleur de peau. Je rappelle que l'esclavage est un phénomène universel. L'esclavage a existé dans toutes les sociétés humaines de l'Antiquité, pratiquement jusqu'à nos jours. L'esclavage n'est pas une invention de l'Occident.
Ce n'est pas vrai. L'esclavage est une invention de l'espèce humaine. Quand on regarde les hommes en Europe, en Amérique du Nord ou en Amérique du Sud, en Océanie, en Asie, en Afrique ancienne, on verra systématiquement des hommes utilisant d'autres hommes comme étant des serviteurs grâce à la force, grâce à la ruse et grâce à la persuasion. Donc le phénomène de l'exploitation de l'homme par l'homme n'est pas une invention de l'Occident. L'Occident n'a pas inventé l'esclavage. Mais ce que l'Occident a inventé, ce que l'Eurafrique a inventé, c'est une chose particulière qui s'appelle l'association entre la domination économique et la domination raciale. C'est-à-dire qu'ils ont mis en commun la lutte des classes et la lutte des races. La traite des Noirs est un phénomène inouï dans l'histoire de l'homme. Alors que l'esclavage avait existé, alors que l'esclavage était pratiqué entre Noirs, pratiqué entre Blancs, pratiqué entre Blancs et Noirs, entre Noirs et Blancs, entre Blancs et Jaunes, entre Jaunes et Blancs, entre Jaunes et Jaunes, ce qui caractérise la traite des Noirs, c'est un accord des grandes puissances de l'Occident, donc du monde blanc, pour considérer sur l'étendue complète de la terre tout homme noir comme étant potentiellement une marchandise au service du capital, c'est-à-dire une chose comme les autres choses, une ressource naturelle. Cette décision eut des conséquences terribles pour l'Afrique. On parle d'environ 20 millions d'êtres humains qui furent ainsi soit transportés, soit en tout cas sacrifiés, perdus pour l'Afrique pendant pratiquement ces 5 siècles. Donc, la conception occidentale de la politique africaine a implicitement en elle la notion de race. L'idée de la supériorité de l'Occident sur l'Afrique est à l'origine de la relation de l'impérialisme occidental à l'Afrique. Je recommence. L'idée de la supériorité de l'homme blanc sur l'homme noir africain est à l'origine même de la politique de l'Occident en Afrique, ce que j'appelle la politique eurafricaine. C'est donc le paradigme de la race. C'est ce paradigme de la race, l'illusion qu'il y aurait une supériorité de l'homme blanc sur l'homme noir, illusion qui a été favorisée par la pratique de l'esclavage des Noirs, parce que Noirs. Cette illusion a été la base à partir de laquelle a été construite en 1884-1885 la deuxième vague de la politique eurafricaine, de la politique impériale eurafricaine, la colonisation. La colonisation n'est rien d'autre que la décision de continuer à exploiter les Africains, à exploiter les terres africaines comme étant des choses. Les Africains, dans la logique coloniale, sont des choses, comme les terres sur lesquelles ils vivent. Et ils doivent être utilisés comme ressources humaines. Donc la colonisation, c'est la prolongation de la traite des Noirs, mais cette fois-ci, sur le continent des Noirs. Alors que la traite des Noirs consistait à les déporter en Europe, à les déporter en Arabie, ou à les déporter en Amérique, pour les utiliser comme étant des matières premières, pour les utiliser comme des marchandises. En quoi consiste la colonisation? La colonisation, c'est la traite des Noirs sur le continent noir. Voilà une définition qui me paraît très intéressante. En fait, la colonisation a consisté à venir traiter les Noirs sur le continent noir comme on traitait les Noirs, eh bien, en Amérique, Noirs réduits en esclavage en Amérique, comme on traitait les Noirs réduits en esclavage en Arabie, comme on traitait les Noirs réduits en esclavage en Europe. Donc, en réalité, la colonisation n'est rien d'autre que la traite des Noirs sur le continent noir. C'est-à-dire que ce qu'on a fait pendant 5 siècles sur le continent noir, on est venu donc le faire. Non, ce qu'on a fait des Noirs en dehors du continent noir pendant 5 siècles, à partir du 19e siècle, on est venu le pratiquer sur le territoire de l'Afrique continentale, sur le territoire, le continent traditionnel des hommes noirs. Du coup, lorsque, par principe, l'homme noir est considéré comme un sous-homme, lorsque, par principe, l'homme noir est considéré comme une marchandise parmi les autres, eh bien, lorsqu'on demande aux Noirs de pratiquer les mêmes régimes politiques que l'Europe, l'Amérique, quand on leur demande de reproduire les institutions européennes, les institutions américaines, les institutions occidentales, en réalité, on n'y croit pas. On leur demande de reproduire des institutions européennes.
des institutions occidentales, mais on ne les considère pas comme des hommes à part entière, comme les Européens et comme les Occidentaux. Autrement dit, en réalité, la conception occidentale de la politique africaine est un double mensonge. C'est un mensonge de l'occidental à lui-même. Car quand il vient en Afrique, le négrier, le colon et le néocolon vient en Afrique à partir du principe que l'Africain n'est pas un homme comme lui. Et donc quand il propose à l'Africain de pratiquer la démocratie à l'occidental, il se ment à lui-même, car lui-même sait qu'il ne considère pas l'Africain comme étant digne de la démocratie à l'occidental, c'est-à-dire d'un régime politique qui affirme l'égalité entre les hommes, l'état de droit, la séparation des pouvoirs, l'équilibre des pouvoirs. Non. Il n'y croit pas lui-même, donc il se ment. La mission civilisatrice de l'Occident en Afrique est un mensonge à soi-même, un péché contre soi-même, un péché contre l'esprit même de l'Occident. Mais c'est un deuxième mensonge. C'est un mensonge à l'Africain. Car en disant aux Africains, reproduisez les institutions françaises, les institutions britanniques, reproduisez les institutions américaines chez vous, on oublie de leur dire que les institutions européennes, les institutions américaines, bref, les institutions sociales, économiques, culturelles, politiques de l'Occident, elles-mêmes n'ont jamais été quelque chose de figé. Et elles ne sont pas toutes les copies conformes les unes des autres. On oublie de leur dire que, eh bien, la démocratie en Occident n'est pas uniforme, elle est multiforme. L'état de droit en Occident n'est pas uniforme, il est multiforme. Prenez la différence entre la République française, par exemple, et la monarchie constitutionnelle britannique. Prenez la différence entre la monarchie constitutionnelle espagnole actuelle et, par exemple, je ne sais pas, la fédération américaine. Donc vous voyez très bien que les démocraties occidentales elles-mêmes ne sont pas des copies conformes les unes des autres. Elles sont le résultat des luttes sociales, économiques, des luttes politiques, des classes sociales, des classes politiques, des classes culturelles de l'Occident. Et avec des configurations variées. Le régime suédois, le royaume de Suède, ne fonctionne pas exactement comme le régime italien, qui est une république. Pourtant, ils sont tous au cœur de l'Occident. Il s'ensuit que la démocratie a été présentée aux Africains avec un mensonge, à savoir que la démocratie était une chose qui était claire, transparente, unique, uniforme, au cœur de l'Occident lui-même. Alors même que le régime politique de l'Occident, qui est dominant aujourd'hui, le régime démocratique, lui-même il a plusieurs nuances. La démocratie antique, celle des Grecs et des Romains de l'Antiquité, excluait les femmes et les esclaves. Il n'y avait pas de droit. Là-bas, ce n'était pas le vote qui permettait de désigner les dirigeants, c'était le tirage au sort. Ce qu'on appelle aujourd'hui démocratie en Occident, ce n'est pas tout à fait la démocratie antique, c'est ce qu'on appelle, avec Bernard Manin par exemple, le régime représentatif. Ce n'est pas la démocratie antique. C'est le régime représentatif où on accède au pouvoir par la délégation de pouvoir du peuple, par le mécanisme électoral, qui est lui-même un mécanisme qui n'était pas universel. C'est un mécanisme qui naît autour du 15e, 16e, 17e siècle, 18e siècle, et il est élaboré par une partie de la bourgeoisie pour contourner la monarchie. L'élection n'a pas toujours été, à travers le monde, le mode de désignation, effectivement, des dirigeants. Donc en fait, deuxième mensonge, mensonge aux Africains. On leur dit que la démocratie existe, elle existe en Occident, et qu'il leur suffit de la singer, de la mimer. C'est faux. Et c'est cela qui va se matérialiser dans l'idéologie de la France-Afrique. Qu'est-ce que c'est que la France-Afrique? La France-Afrique, c'est un système conçu par l'élite corrompue politique française, héritière du colonialisme français, héritière du colonialisme occidental en général. C'est un système politique qui a pour but de mentir au peuple français et de mentir au peuple africain. Au peuple français, on sert le mensonge de la mission civilisatrice de l'aide au développement. En réalité, les élites corrompues de France viennent en Afrique procéder à leur accumulation capitalistique primordiale, amasser des richesses pour elles et leurs familles, richesses qui leur permettent d'être des familles politiques de pouvoir et de financer leur campagne de conquête des positions politiques au cœur de l'Occident. De l'autre côté, ces mêmes élites viennent promouvoir à la tête des pays africains
Des élites que les Africains n'ont pas réellement choisies. Des élites imposées par la guerre, par la ruse, par la fraude électorale. Ces élites sont chargées de piller l'Afrique en faveur du capitalisme impérial occidental et de brimer les Africains en les empêchant d'être acteurs de leur propre histoire. Voilà le système de la France-Afrique. Mensonge des élites françaises au peuple français, mensonge des élites africaines aux peuples africains et entente entre les élites corrompues, françaises et africaines, pour vivre aux dépens des peuples français et africains. Et ainsi se constituer en réalité un magot, un capital financier, un capital industriel leur permettant de se reproduire indéfiniment des deux côtés. Ce système-là utilise un langage. C'est le langage du vernis démocratique. Le vernis démocratique, c'est quoi? C'est que les élites africaines vont singer le discours démocratique des élites corrompues de l'Occident. Paul Biya, Eyadema, Mobutu, Idi Amin Dada, Bokassa, tous ces dirigeants africains, connus pourtant pour être des brutes absolus, Omar Bongo, tous ces gens-là vont apprendre à parler la langue démocratique. Ils vont parler du législatif, de l'exécutif, du judiciaire, de l'équilibre des pouvoirs, de la séparation des pouvoirs. Ils vont même parler des droits de l'homme. Ils vont parler de la promotion de la société, du pluralisme, du multipartisme. Mais tout ceci du bout des lèvres. Ils vont pratiquer tout le contraire. Ce qu'ils vont pratiquer, ce ne sera donc ni la démocratie occidentale, ni la démocratie africaine, parce que ce ne sont pas les peuples africains qui auront mis en place des institutions imposées par la colonisation, imposées par la traite des Noirs, imposées par les dictatures. D'accord? Mais ce ne sera ni un système africain, ni un système occidental. Car dans les démocraties occidentales, au moins, une certaine séparation des pouvoirs, un certain équilibre des pouvoirs, un certain nombre de contre-pouvoirs vont fonctionner, qui vont permettre au peuple de connaître une émancipation, les peuples occidentaux. Et donc cette conception, que j'appelle la conception eurafricaine, à l'intérieur de laquelle on peut loger la conception de la France-Afrique, c'est une conception qui a donc trois tares terribles. D'abord, le racisme, l'ethnocentrisme, l'idée que les sociétés occidentales ont des droits qui leur sont réservés, des droits supérieurs et exclusifs à tous les autres droits des sociétés du monde. Les peuples occidentaux ont droit à de véritables états de droit, à de véritables démocraties, à de véritables justices. Ils ont droit à une véritable sécurité sociale, ils ont droit véritablement à une civilisation, à des civilisations de la dignité, mais pas les autres. Eh bien ça, c'est de l'ethnocentrisme, c'est de l'eurocentrisme. Cette conception, qui est donc une conception de la discrimination raciale, une conception de l'eurocentrisme, de l'ethnocentrisme, elle a une troisième caractéristique, c'est que c'est une conception qui est basée sur la dévastation du monde, la destruction du monde. L'instrumentalisation de la guerre comme moyen d'accumulation de richesses pour les élites corrompues du Nord et du Sud. Pour ces trois raisons, le racisme, l'ethnocentrisme et l'économie de guerre, eh bien, la conception de la politique africaine qui est propre à l'Occident est une conception criminelle, une conception dangereuse. Je vous invite à lire de ce point de vue le travail qui a été fait par François-Xavier Verschaff. François-Xavier Verschaff a écrit un ouvrage de référence qui est là dans la bibliothèque et qui s'intitule « La France-Afrique, le plus long scandale de la République française ». Lisez cela. Une critique de la France-Afrique permettra de comprendre pourquoi j'appelle cela la coopération immorale. Mais cette coopération immorale, globalement, c'est la coopération politique qui lie aujourd'hui l'Afrique à l'Occident, que ce soit l'Occident européen ou l'Occident américain. Mais il y a une autre forme de coopération qui s'est développée à côté, que j'appelle la coopération amorale. Ce que j'ai appelé immorale, c'est une coopération contraire, contradictoire, inhumaine, mais qui se cache derrière des mots humains. Mais de l'autre côté, il y a une autre coopération, la coopération amorale, qui est plutôt la conception de la politique africaine qu'on trouve chez les Chinois, chez les Russes, chez les Turcs. C'est un certain nombre de puissances qui viennent en Afrique sans prétention idéologique. Les Chinois, les Russes, les Turcs ne viennent pas en Afrique en disant « nous vous apportons la démocratie ». Ils ne viennent même pas en Afrique en disant « nous vous apportons la civilisation ». Ce qu'ils apportent en Afrique, c'est l'idée de ce qu'ils appellent la coopération gagnant-gagnant, mais une coopération dans laquelle, en réalité, il y a trois sujets qui sont tabous. 1. Les droits humains. 2. La destruction écologique de la nature. Et puis 3. La compétition des puissances. Autrement dit,
Sur le premier point, la Chine considère que, ayant elle-même un déficit en matière de respect du pluralisme et de la diversité des droits humains sur son propre territoire, elle considère qu'elle peut indifféremment coopérer avec les États les plus voyous, les plus barbares, les régimes les plus criminels qui soient, du moment qu'elle tire son épingle du jeu, c'est ce qui compte. C'est ce que j'appelle la coopération amorale, c'est-à-dire le refus de partager en commun un certain nombre de valeurs universelles de dignité. Deuxième caractéristique de cette coopération chinoise, russe, turque, ce que j'appelle la Chine-Afrique, la Russe-Afrique, l'Inde-Afrique, la Turque-Afrique, c'est que c'est une coopération qui n'avoue pas que derrière son caractère à peu près moralement neutre se cache une très grande voracité, la voracité de la puissance. Quand on voit par exemple la vitesse à laquelle la Chine, la Russie, la Turquie, l'Inde sont en train de conquérir des terres en Afrique, on se rend bien compte que cette conquête de terres, bien souvent de terres d'ailleurs moins chères, de terres inexploitées, c'est une conquête qui cache très mal un expansionnisme impérial. Il y a un expansionnisme impérial chinois, il y a un expansionnisme impérial russe, il y a un expansionnisme impérial indien, turc. On le voit par exemple ces derniers temps en Libye, avec la politique turque en Libye, qui sans avouer ses fondements idéologiques, n'en est pas moins actif et opérationnel. Donc du coup, ça aussi c'est une limite de la coopération amorale. Parce que là, on ne dit pas ce qu'on fait, mais on fait ce qu'on ne dit pas. Enfin, j'insiste sur le fait que les modèles de coopération élaborés, la vision de la politique africaine, qui est celle des Chinois, des Russes et des Turcs, par exemple, et des Indiens, est une vision non écologique. C'est une vision qui n'intègre pas la protection de la biodiversité africaine comme étant une urgence, non seulement pour les sociétés africaines elles-mêmes, mais pour l'équilibre même de la planète. C'est une vision marquée par une espèce de productivisme aveugle. C'est-à-dire l'idée que l'Afrique n'est rien d'autre que, au fond, un réservoir de potentialité, de matières premières, qu'il faut mettre en valeur pour accroître leur propre puissance. Je pourrais donc résumer la deuxième conception de la politique africaine, la conception étrangère, la conception non africaine de la politique africaine, en rassemblant les deux points de vue, le point de vue de la coopération immorale occidentale et de la coopération amorale orientale. Que ce soit du point de vue de l'Occident ou du point de vue de l'Orient, l'Afrique est encore regardée comme un continent anthropologiquement inférieur. C'est un continent de sous-hommes. Le traitement de l'homme noir en Afrique par les puissances occidentales, tout comme par les puissances orientales, indique que l'Orient et l'Occident ne se sont pas encore débarrassés du préjugé racial. Ça, c'est la première remarque. Deuxième remarque, que ce soit dans la coopération immorale de l'Eurafrique, de l'Occident, ou dans la coopération amorale de l'Orient-Afrique, si vous voulez, la Chine-Afrique, la Russe-Afrique, l'Inde-Afrique, je les mets tous là-dedans, la Turque-Afrique, il y a toujours l'idée que l'Afrique est un réservoir de matières premières humaines et naturelles. C'est la conception de l'Afrique réservoir. Il n'y a pas l'idée que, avec l'Afrique, doivent se tisser des relations frappées au coin d'un certain nombre de critères universels de droit international. L'Afrique est toujours perçue comme un réservoir de choses. Choses naturelles, choses humaines, choses matérielles. Les hommes africains sont des ressources capitalistiques. Et ils sont perçus comme tels, autant par les Occidentaux que par les Orientaux. Ils sont perçus comme étant des choses. Et enfin, troisième point fondamental, l'Afrique ne deviendra démocratique ni par la volonté de l'Occident, ni par la volonté de l'Orient. L'Occident, avec sa politique de coopération immorale, l'Orient, avec sa politique de coopération amorale, ne peuvent pas véritablement être les sources d'inspiration d'une civilisation de la dignité de l'homme africain. Et ce qui me permet de conclure cette deuxième partie en disant que la conception de la politique africaine par l'Occident, ce que j'ai appelé l'Eurafrique, à l'intérieur de laquelle il y a la France-Afrique, ou l'Orient, ce que j'ai appelé la Chine-Afrique, la Russe-Afrique, l'Inde-Afrique, eh bien,
la conception extérieure de la politique africaine par ces deux grandes entités, l'Occident et l'Orient, c'est une conception qui est incompatible avec l'émancipation, avec l'autodétermination réelle des populations et des individualités africaines. Donc, autant nous avons des limites dans ce que j'ai appelé l'afrocentrisme politique, autant nous avons des limites dans, comment je vais appeler ça, l'aliénocentrisme politique, l'impérialisme politique, et notamment l'impérialisme de la démocratie. Ce n'est pas en important la démocratie de l'Europe, de l'Amérique, ou en important le pragmatisme de la Chine et de la Russie que l'Afrique va se développer. L'Afrique doit dessiner une troisième voie, sa voie, elle, une voie africaine, mais qui ne sera ni une voie enfermée dans les limites de l'afrocentrisme, ni une voie enfermée, bien sûr, dans les ravages de l'impérialisme et du productivisme, c'est-à-dire de cette tendance à tout transformer en capital et à faire de l'argent le roi du monde, que l'on constate du côté des deux grands pôles, que sont l'Occident et l'Orient. Et donc, j'en viens à la dernière partie de cette conférence, l'hypothèse que je développe à propos d'une authentique politique africaine. Que doit être une authentique politique africaine? Nous voici au pied du mur, c'est ici qu'il nous faut sauter. À mon avis, une authentique politique africaine doit naître d'un double geste. D'abord, la critique de l'expérience africaine elle-même, par les Africains. C'est-à-dire la critique de l'histoire, de la culture africaine, par les Africains. Nous devons nous-mêmes regarder l'histoire longue de notre totémisme, de nos pratiques de circoncision, d'excision, de nos pratiques de royauté, l'histoire longue de nos pratiques de matriarcat, l'histoire longue de l'organisation sociale pyramidale, avec des rois au sommet, des guerriers, des prêtres, des fonctionnaires au milieu, des ouvriers, des artisans à la base, des paysans au plus bas de la société. Nous devons nous-mêmes regarder tout cela. Les valeurs de courage, de générosité, d'hospitalité, de vénération des anciens, qui ont été colportées par les sociétés africaines à travers les siècles. Nous devons regarder tout cela et l'examiner de façon critique. L'examiner de façon critique, pourquoi? Parce que nous avons déjà, avec le recul du temps, l'expérience des avantages et des inconvénients de chacune de ces pratiques sociales, de chacune de ces pratiques traditionnelles, de chacune de ces coutumes. Et voilà pourquoi je pense que la politique africaine va commencer lorsque les Africains seront les meilleurs connaisseurs et les meilleurs critiques de leur propre tradition. Ça, c'est la première condition. Deuxièmement, la politique africaine a besoin d'une deuxième forme de critique, à savoir la critique des dérives du paradigme politique de l'Occident et la critique des dérives du paradigme politique de l'Orient. Donc en fait, nous devons examiner la politique impériale de l'Occident et la politique impériale de l'Orient et voir ce que ces politiques impériales ont précisément de limité. J'ai identifié 3 limites. La première limite de la politique impériale de l'Occident et de l'Orient, je l'ai dit, c'est le racisme. Si l'Afrique doit inclure quelque chose de grand dans le monde, si les institutions politiques africaines doivent apporter quelque chose de grand dans le monde, l'Afrique peut être le continent qui, par son innovation, va apprendre le non-racisme au reste de l'humanité. Il y a une responsabilité africaine dans l'enseignement du non-racisme. Précisément parce que les Africains, historiquement, ont été les plus grandes victimes du racisme. Les victimes les plus anciennes, les plus longues, les plus durables du racisme sur cette planète, ce sont les Africains. Il s'ensuit que les Africains ont une expérience qui devrait leur permettre d'être les plus grands déconstructeurs du racisme. Ce racisme qui a été au fondement de la puissance de l'Occident et de la domination occidentale de l'Afrique. Racisme qui a été au fondement de la puissance de l'Orient et de la domination orientale de l'Afrique. L'Afrique doit devenir la terre de la déconstruction du racisme. Alors, du coup, les Africains ne peuvent pas inventer la politique si les Africains ne se débarrassent pas de leur propre racisme intérieur. C'est-à-dire s'ils ne se débarrassent pas du tribalisme, de l'ethnicisme, du communautarisme, pour devenir eux-mêmes des bâtisseurs d'institutions qui promeuvent l'égalité des hommes et des femmes. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, je dis que l'Afrique ne peut se construire que par la critique d'elle-même et la critique des expériences de l'autre.
au croisement de ces deux critiques de nous-mêmes et des limites des autres, quelque chose d'original, de véritablement africain au sens noble du terme et de hautement humain peut apparaître. Pourquoi? Les puissances occidentales et orientales se caractérisent par le productivisme, c'est-à-dire la croyance que le but de la vie humaine, c'est l'accumulation de richesses matérielles et l'affirmation de la supériorité de l'argent et de la richesse sur toutes les autres valeurs. Le productivisme détruit aujourd'hui le monde. Il est en train de ravager le monde. Qu'est-ce que l'Africain peut concevoir? Qu'est-ce que l'Afrique contemporaine peut concevoir d'original? Peut bâtir d'original sur ce point? L'Afrique peut être le continent politique du renouveau écologique universel. Je recommence. L'Afrique peut être le continent politique du renouveau écologique universel. Le continent où la production des richesses va se faire à partir d'une prise en compte beaucoup plus profonde, beaucoup plus riche de l'interdépendance entre l'homme et la nature. L'interdépendance entre l'homme et la nature. Cette interdépendance entre l'homme et la nature, les Africains sont prédisposés à mieux la concevoir parce qu'ils ont une civilisation ayant des valeurs écologiques très anciennes. Enfin, il y a un troisième point sur lequel il y a un travail à faire pour que l'Afrique invente sa politique. C'est précisément cette question de l'ingénierie de la société. Les Africains ont développé pendant des siècles et des siècles des valeurs comme la générosité, l'hospitalité et le courage. Mais l'Afrique contemporaine doit être le lieu de la réinvention de la sécurité sociale universelle. Nous devons bâtir en Afrique des institutions qui protègent le malade, le vieillard, l'enfant, le veuf, l'orphelin, le pauvre, et mieux que nulle part ailleurs dans le monde. Car ce continent qui est le plus riche en potentialité de l'humanité est paradoxalement celui où la sécurité sociale et économique n'a pas été pensée par les hommes de ce continent pour les hommes de ce continent. En fait, nous devons inventer en Afrique des institutions sociales, des institutions économiques, des institutions politiques et culturelles qui protègent l'homme du racisme, qui protègent l'homme du productivisme et qui protègent l'homme, bien sûr, qui protègent l'homme de la barbarie des pouvoirs. Et voilà pourquoi je conclus cette conférence en disant que la politique africaine, c'est ce que nous avons à faire pour que l'Afrique ne connaisse plus les trois grands ravages que l'expérience des deux grandes dominations du monde, la domination occidentale et la domination orientale, impose à la Terre. Le ravage du racisme, donc de la discrimination, le ravage du productivisme, et donc de la destruction sauvage de la nature par le principe du profit. Et enfin, troisième ravage, le terrible ravage de la domination de l'homme par l'homme, de la dictature, de l'exploitation de l'homme par l'homme, uniquement pour la gloire du pouvoir et le triomphe éphémère de générations pourtant passagères. La politique africaine est donc à inventer. Et vous et moi, rassemblés dans cette université citoyenne, en avons la responsabilité. Tel est l'exposé liminaire que je voulais mettre à votre disposition. Et notamment pour cette troisième partie, j'ai quelques auteurs que je voudrais vous inviter à lire. Des auteurs qui m'ont énormément inspiré. Je pense en tout cas de tous ces auteurs-là, tout particulièrement à celui-ci. Il s'appelle Vumbi Yoka Mudimbe. Il est auteur de deux grands ouvrages. Il s'agit d'un penseur congolais très profond qui vit entre la République démocratique du Congo et les États-Unis, le professeur Mudimbe. Il a écrit The Invention of Africa, The Idea of Africa. Nous pourrons toujours creuser chacune des idées qui ont été développées ici aujourd'hui. La politique africaine, c'est l'invention des Africains par eux-mêmes, à partir de la critique de leur propre tradition d'une part, et de la critique des abus des autres grandes expériences humaines de l'autre part. C'est donc une invention par la double critique de soi. Et ce sont ces sociétés et ces institutions que nous devons créer, un peu partout dans notre continent. Contre les discriminations, contre la destruction sauvage de la nature par le productivisme, le capitalisme, l'impérialisme, et enfin contre la domination de l'homme par l'homme, par les dictatures. Nous avons à inventer des institutions qui répondent à ces aspirations. Je vous remercie.